Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Guitare. Comment ça va Cyril ? Ah bah la forme, depuis le temps que j'avais envie de retourner à un nouveau podcast, là forcément je suis en pleine forme et je suis chaud. Ah bah super. Je pense que pour toi c'est pareil. Ah ouais, moi je suis pas mal chaud aussi. Donc ça depuis longtemps. Donc il faut savoir pour nos auditeurs qu'on a lancé le podcast il y a un mois de ça, puisqu'avec Cyril on habite quand même à en gros 2000 km d'écart. Donc on essaie d'enregistrer les épisodes à l'avance et de les programmer, et comme on a tous les deux déménagé en même temps. Voilà, en même temps, ça fait un mois en fait, un mois que nous n'avons pas enregistré. Donc je suis assez content qu'on se retrouve ici, et je suis assez content aussi de constater que le podcast a été vachement bien accueilli par la communauté guitaristique. Donc ça y est, on est sur Spotify, Deezer, Apple, Google, j'ai pas encore Il ne manque que Google, ouais. Voilà, Google, et puis après il y a d'autres plateformes je suppose qu'elles sont plus utilisées aux États-Unis. Ouais, c'est peut-être plus anecdotique pour nous. Mais pour nous, c'est nouveau, donc on s'adapte à la demande, etc. Et voilà. Et je tiens à remercier Pierre Journel qui, de suite, quand il a vu qu'on avait créé un podcast, nous a référencé sur son site dans les podcasts guitare, et j'ai pu voir qu'il y avait énormément de podcasts guitare en fait en France. Ah oui. Francophone, oui. Ouais. Bah, j'imagine que c'est peut-être beaucoup au Canada, parce que là-bas c'est hyper courant le côté podcast, au Québec et au Canada en général. Ils sont très friands de podcasts là-bas. Ouais, bah ouais. En fait, je peux pas te dire, puisque, à vrai dire, à part le podcast de Pierre Journel, je crois que j'en ai jamais écouté. Et j'écoute surtout des podcasts de business et de développement personnel. J'écoute pas vraiment de podcasts guitare, donc je suis un peu comme toi. Donc aujourd'hui, avec Cyril, on a décidé de parler un peu du jeu au Mediator. Ouais. Peut-être on pourrait décrire quelles sont les techniques, puisqu'en fait dans le jeu au Mediator il y a plusieurs sous-techniques, comme par exemple, pour dire vite fait, on va dire il y a l'aller-retour, le sweeping. Il y aurait l'hybrid picking aussi. Après, on peut même rajouter le tapping au Mediator, par exemple, dans les choses un peu plus anecdotiques, mais qui existent tout de même. Voilà, par exemple, si on pense au solo de One de Metallica, le solo principal, c'est vrai. Le début est fait comme ça. Après, c'est vrai qu'au niveau du Mediator, il y a énormément de choses à dire, même au-delà de la technique pure, parce que quand tu regardes, on en fait quand même des choses avec ce petit bout de plastique. Parce qu'en fait, tu as à la fois les techniques comme tu viens de dire, mais on pourrait aussi parler des matières, on pourrait parler de la forme, on pourrait parler du positionnement, de l'angle d'attaque. Il y a tellement de paramètres à gérer avec juste ce petit outil. Finalement, c'est vrai qu'à la guitare, on a la chance, je trouve, d'avoir deux possibilités pour créer notre son. C'est de jouer au doigt et de jouer au Mediator, ce qui donne des sons assez différents. Et du coup, quand on a le Mediator, vraiment, ça remplace nos doigts. Donc c'est super important, et c'est vrai qu'il y a moi j'ai pu voir souvent qu'il y a pas mal de guitaristes qui se mettent à bosser la technique au Mediator, voilà, aller-retour comme tu dis, sweeping, economy picking, directional picking, on l'appelle comme on veut, mais par contre qui se soucient pas forcément de quel choix de Mediator ils vont faire, tu vois. Alors au début, je pense que c'est normal, moi au début c'est pareil, j'ai acheté des Mediators un peu au pif, je sais même pas que ça existait en différentes matières quand j'ai débuté ma première semaine de guitare, logique que je découvrais. Alors, juste une petite parenthèse, je voudrais faire un petit peu de pub gratuite à Ricky le plectrier. Ouais. Donc il faut savoir que je l'ai invité à être interviewé sur le podcast. Ah super, ouais. Mais il est un peu comment dirais-je, je pense qu'il aime pas trop les interviews, tout ça, donc j'essaye de le convaincre de venir. Sachant que lui il est très axé, et en plus d'être des Mediators, donc des plectres, parce qu'apparemment il y a une différence, même si
Oui, c'est Ricky le Plectrier, il s'appelle. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est des œuvres d'art, quoi. Ah mais carrément, quand tu vois le degré de minutie et de détail, c'est affolant. Limite, certains t'oseraient même pas jouer avec tellement ils sont beaux. Ouais, c'est Alors ça. personnellement, j'ai pas eu encore l'occasion d'en acheter pour en tester. J'aimerais bien en tester. Moi, j'hésitais à m'en prendre quelques-uns, mais j'hésitais avec des Dugain. Je sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion d'en tester. C'est une marque. Excuse mon ignorance, mais est-ce que c'est une marque qui existe toujours? Ah oui, oui. C'est parce que j'ai su qu'il faisait des médiators en bois, en corne de bouc. Ouais, c'est ça. Il en fait en métal, il en fait en. Ouais, t'en as dans toutes les matières. Moi, je voulais m'en prendre un qui était en métal. Puis j'en avais quelques autres là. Bon. Après, ils sont pas donnés. Hein. T'en as qui montent à 60 € le médiator dessus, mais après, de toute façon, c'est un outil de travail tellement important le médiator que moi, ça me choque pas de mettre autant dans un médiator. Toi, que même si c'est le même prix qu'une pédale d'effet, par exemple. Si vraiment ça te donne un son que tu vraiment. Après, je dois t'avouer, là, je vais parler donc pour moi, je peux faire un retour d'expérience. Ouais. Je pense que ça fait plus de 10 ans que j'utilise les mêmes, donc j'utilise des médiators traditionnels. Ouais, pareil. Ils sont en même temps rigides et en même temps souples. Ils font, attends, je vais te dire, c'est marqué dessus, je me souviens jamais. Ils font 0,71 mm. C'est des roses. Alors, je prends ceux-là. Tu joues pas avec une grosse dureté en fait, toi? Non, mais parce qu'en fait, je pense que j'ai pas. Moi, j'aime pas. Comment dirais-je? Je travaille souvent. Je pratique souvent la guitare débranchée en fait. Et j'ai horreur du stick. Tu vois, j'aime pas ça. Alors, sauf quand je travaille un peu sur des trucs blues plus accentués comment dirais-je, un peu plus. Bon, moi, je suis très influencé niveau blues par exemple Stevie Ray Vaughan. Lui, il a une attaque de malade. Donc, Ouais, mais quand tu vois sa main droite, c'est hyper souple. Attention, ça attaque, mais c'est ultra souple. Et attention, il joue avec des câbles. Hein. Le gars, je crois qu'il est en 1360. Ouais, c'est clair. Et à te corder un demi-ton plus bas. Il est quand même désaccordé à tout petit peu, donc ça t'atténue à peine. Mais ça reste quand même. Ça tient un demi-ton, ça fait beaucoup. Hein. Je peux t'assurer, nous, quand on chantait tous les soirs à l'époque, on s'était désaccordé, puisqu'en fait, on chantait pratiquement tous les soirs pendant 2-3 heures avec le chanteur là. Et avec Steve, si tu écoutes le podcast, je te passe le bonjour. Et donc on a détuné la guitare un demi-ton plus bas et je t'assure que la différence, elle est quand même sur des cordes avec beaucoup de tension, c'est quand même une sacrée différence. Je le sens, mais malgré tout, ça reste quand même ça reste quand même costaud. C'est pas comme jouer sur du 8 ou du 9, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr. Et en fait, moi, les médiators que j'utilise, si j'utilise ceux-là, c'est parce qu'en fait, c'est des médiators qui me permettent de jouer tous les styles. Puisque en fait à la base je les ai choisis pour ça, c'était pour les concerts, puisqu'avec les concerts on faisait tous les styles. Il y a des fois je jouais sur guitare jazz, des fois guitare acoustique, après des fois je passais sur Strat ou Telecaster, et j'avais besoin de médiators en fait polyvalent quoi. Voilà, donc sur tous les types de guitares. Voilà, alors autant sur les grosses guitares ou les guitares folk c'est nickel. Puisque pareil, j'aime pas les grosses rythmiques. Tu vois, par exemple, quand j'écoute Wonderwall, bon, c'est pas pour critiquer ou quoi, mais je trouve que c'est hyper abrupt la prise de son guitare. C'est pas souple. Bon, après, ça fait le style aussi, peut-être, j'en sais rien, mais moi j'aime bien quand la rythmique elle est souple. J'aime bien quand il y est. Si tu veux, par exemple, dans la rythmique, je cherche plus à diminuer la généralité et accentuer certaines notes plutôt qu'à jouer de fort tout le temps et accentuer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Voilà. Après, c'est vrai que toi, tu fais aussi pas mal de funk. Et du coup, tu as aussi ce côté-là. Il y a pas mal. C'est un jeu pas mal dynamique aussi, avec une grosse importance sur les nuances, ce genre de choses. Et je comprends tout à fait ce que tu dis. Au niveau, moi, c'est vrai que je joue pas du tout avec le même type de médiator que toi. Au niveau dureté, moi, je suis sur du Dunlop USA. J'utilise les noirs. Je suis en 2 mm. Non, c'est pas les Jazz 3. J'ai déjà essayé les Jazz 3, mais tu vois, moi, quand les médiators sont tout petits, je suis moins à l'aise qu'avec un médiator un petit peu plus gros. Donc après, bon, il faudrait aussi peut-être que j'y passe plus de temps. Tu vois, j'ai pas non plus testé pendant un mois avec que des Jazz 3. Peut-être qu'après, ça passerait crème, mais c'est vrai que le peu de fois que j'ai utilisé, je pense que c'est aussi le changement d'habitude. Forcément, tu te sens un peu perdu dans tes repères. Mais en tout cas, j'avais un meilleur feeling avec un médiator standard.
Ouais. Après, j'ai jamais testé des très très gros. C'est pour ça que j'étais intéressé par les Riki parce qu'il en fait des tailles un peu mastodontes. Donc j'aurais bien voulu tester. Et en tout cas, bref, moi je joue avec du 2 mm, parce que j'aime bien cette attaque-là. Mais après, effectivement, toi, il y a des cas où, par exemple, quand je tape des rythmiques, au final, j'ai pris l'habitude de switcher complètement au doigt. C'est-à-dire, je vais plus du tout utiliser le Mediator. Et par exemple, pour tout ce qui est un peu funky, moi, je préfère largement jouer au doigt que jouer au Mediator. Parce que, bon, forcément, quand tu es avec un 2 mm et que tu tapes de la rythmique, je parle pas de la rythmique un peu métal, mais de la rythmique vraiment type funky et tout ça, je trouve que c'est un peu rude. Tu accroches un peu plus les cordes avec le 2. Ça manque justement un peu de souplesse. Et du coup, plutôt que switcher sur un Mediator un petit peu plus mou, qui va me permettre d'être un peu plus polyvalent, un peu comme ce que tu as toi, finalement j'ai préféré basculer direct au doigt parce que j'adore le feeling des doigts, et du coup ça me permet aussi d'intégrer un peu des feelings un peu flamenco, tu vois, mettre quelques rasguados par endroit, mélanger un petit peu donc et moi j'aime bien ce feeling là au niveau des doigts. Bon, le défaut, c'est que du coup, si je dois passer d'un plan, genre d'un truc funky à passer sur une lead, tu vois, un solo qui va être au Mediator, du coup, je suis emmerdé parce que je dois switcher entre doigt et Mediator. Mais bon, j'ai jamais ce cas de figure qui se présente parce que je fais surtout de l'enregistrement, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis jamais trop posé la question. Mais c'est vrai qu'après, si je devais, je pense, faire un concert où je dois basculer de l'un à l'autre, là, effectivement, je partirais sur peut-être un Mediator un peu plus polyvalent, quitte à perdre un petit peu de mordant dans l'attaque, quoi. Ouais. Après le studio encore c'est différent puisqu'il y a même tu t'arranges. Il y a des médias. Enfin, j'avais déjà fait du studio avec donc un ingé son et j'ai vu il avait une boîte remplie de Mediator et il me disait ça c'est pour supprimer l'attaque sur les acoustiques, ça c'est pour tel type de truc, machin tout. Tu vois, il était vachement c'est normal, c'était un ingé son donc. Mais en fait pour en revenir donc le choix du Mediator, après c'est vachement personnel et puis ça dépend vachement de la morphologie. Ça dépend du style de musique que tu joues. Oui, voilà aussi. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est évident que par exemple si tu joues du metal, du gent ou du death metal, tu vas pas utiliser un Mediator qui est ultra souple là, comme c'est utilisé des fois pour les rythmiques, tu vois, pour les rythmiques. Pour expliquer aux auditeurs, c'est vrai que le petit désavantage, si on pourrait dire, d'un Mediator vraiment beaucoup plus souple, c'est que tu vas perdre un petit peu de définition au moment où tu attaques la corde, parce que le Mediator va avoir tendance à se plier un petit peu légèrement et ça va venir bouffer un peu la précision de l'attaque et parfois même alors vraiment c'est toujours entre gros guillemets parce que c'est non plus difficilement perceptible, mais ça peut très légèrement désaxer un petit peu la précision rythmique, mais bon c'est vraiment minimal ce que je dis là. Mais quand t'es habitué, pas tellement parce que quand tu joues sur des grosses cordes, sur les cordes admettons sur les guitares 7 cordes ou 8 cordes, si tu compenses par la grosseur, voilà, tu es quand même vachement embêté quoi, voilà. Après ce que je veux dire c'est que malgré tout ton attaque elle est décalée du fait que ton Mediator se plie légèrement, tu vas forcément avoir quelques millisecondes, tu vois, comparé au Mediator dur qui va toucher la corde instantanément, qui va vraiment produire le son à la seconde où tu frappes, c'est de l'ordre de quelques millisecondes, donc c'est quasiment imperceptible, c'est peut-être juste de l'ordre de la sensation, et peut-être que ça s'entend même pas, mais en tout cas, je trouve qu'au niveau du ressenti, quand tu joues ton plan, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, je saurais pas décrire précisément, mais en tout cas, voilà, comme disait Sébastien, si on tape de la grosse rythmique lourde, c'est vrai qu'on va plutôt se diriger sur du bon gros Mediator velu, là, bien dur, alors que si on veut faire plus des rythmiques, notamment sur une folk avec des accords pleins, etc., sur les 6 cordes, on va avoir un Mediator un petit peu plus souple. Même sur les 12 cordes aussi. Ouais. Et donc après, niveau bon, je dirais que c'est beaucoup de l'habitude. Et je pense pas qu'il y ait un Mediator qui t'aide à jouer forcément plus vite, ou ça dépend peut-être de ta morphologie, de la façon de tenir. Parce que par exemple, si on observe la main droite d'un gars comme Marty Friedman, tu te rends compte que le gars, il casse le poignet dans l'autre sens pour jouer avec la tranche en fait. Et tu remarques aussi qu'il y en a d'autres qui jouent avec la tranche mais dans l'autre sens, en cassant le poignet de l'autre sens. Après, tu as des gens qui jouent hyper parallèle. Hyper perpendiculaire de la tranche sur les cordes, comme par exemple si tu observes un George Benson ou un Tosin Abasi. D'ailleurs j'ai regardé une vidéo de lui hier
Ouais. Alors c'est vrai que c'est novateur, mais après musicalement j'accroche pas du tout. Après, c'est vrai que c'est particulier. Moi, j'ai regardé pas mal ces dernières vidéos, notamment les selective picking études, un truc comme ça, je sais plus comment il les a appelés. Mais au niveau du phrasé, au niveau des idées, c'est vachement intéressant. Après, c'est vrai que c'est très niché de gent. Donc, après, il faut accrocher. C'est plus ou moins lui qui. Enfin, c'est une des figures emblématiques du gent. Parce que tu l'as vu, sa main droite. En tout cas, je dis aux auditeurs, observez les mains droites de. Ouais, voilà, c'est ça, c'est son pouce. Son pouce, c'est hallucinant. Il est quasiment retourné, je sais pas comment il fait. Moi, j'ai le pouce qui est complètement rigide, tu vois, je suis incapable de le plier comme il fait lui vers l'arrière. Non, mais ça, c'est la morphologie. Oui, c'est clair. C'est la morphologie. C'est comme Benson, par exemple, tu vois la main droite. En fait, je sais pas si tu captes, mais son avant-bras, il est dans le prolongement des cordes. Alors, j'ai jamais fait gaffe. Faudrait que je revoie une vidéo. Il tient la guitare vachement haut et en fait, sa main droite, elle est dans le prolongement des cordes, si tu veux. Ce qui fait qu'en fait, il a une grosse attaque puisque en fait, le médiator est perpendiculaire. La tranche du médiator est perpendiculaire aux cordes, quoi. Après, moi, c'est vrai que, alors pour la main droite, c'est vrai que je suis pas, bon, je bosse l'aller-retour, mais normalement, etc. Mais je le prends pas comme une technique en tout cas pour mon jeu et mon utilité personnelle, je le prends pas comme une technique de shredding, mais plus comme du travail du son, de l'attaque, du rythme, du rebondi, de la dynamique, vu que je préfère jouer en legato et puis que c'est vrai que, bon, après je mélange les techniques, je suis pas strict aller-retour, tu vois. Moi je me souviens d'un gars qui me disait quand j'étais adolescent, ouais, il faut pas travailler les deux en même temps, le speed picking ou sweep picking, appelez-le comme vous voulez, ou l'économie picking ou le directional picking, puisque en fait c'est la même chose qui a 50 noms différents. Mais en fait, je trouve ça stupide, puisqu'en fait, l'un va pas sans l'autre. Je veux dire, il y a certains moments où tu ne peux pas faire autrement, quoi, dans la vitesse. Sans parler de shred, encore une fois, mais même si tu phrases à un certain tempo, tu peux pas faire de l'aller-retour, sinon en plus ça sonne moche. Tu casses tes phrases, tu casses la dynamique des phrases et tout. Ce qui est dur, par contre, avec le sweeping et le directional picking, avec le mediator, c'est cette notion d'accentuation. Voilà, parce qu'en fait, quand t'es en aller-retour, tu vas te dire j'accentue le couvert le bas ou le couvert le haut ou tel truc, t'es cadré, alors qu'en fait, quand tu joues en speed picking, t'es obligé de ressentir l'accentuation intérieurement, en fait. Puis tu es aussi contraint par le fait qu'il faut avoir un nombre impair de notes sur chaque corde si tu veux rester dans le même sens. Et ça induit beaucoup les phrasés, mais en même temps, bon, c'est alors là, je vais vous parler d'une technique qui a été inventée par un gars, c'est un YouTuber aussi, qui s'appelle Marshall Harrison, qui s'appelle le Sweebreed. Donc en fait, c'est énorme. J'ai essayé de travailler ça il y a un mois. Là, c'est monstrueux sa technique. Ah ouais, non, mais c'est monstrueux. Et puis lui c'est un tueur. Hein. Alors lui, c'est un tueur. Il a pas beaucoup d'abonnés, franchement, il est à quoi 20 000 abonnés, c'est triste, c'est un monstre. Non, mais tu veux que je te dise là? Alors, parce que j'ai discuté avec lui la dernière fois, parce qu'en fait, il a pris un de mes backing tracks pour faire sa leçon, donc j'étais super content, parce que ça fait des années que je le suis. Et donc, je lui ai envoyé un message, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, si tu veux, le gars n'a aucun branding. Alors là, on parle de marketing. En fait, s'il a très peu d'abonnés, c'est parce que ses vidéos sont pourries. Le gars, il fait que du live, et il te reçoit, il est en train de manger son fast-food et ses donuts en même temps qu'il te donne la leçon. Le son est pas terrible, la vidéo est pas terrible, c'est pas bien rangé. C'est pas organisé, c'est pas léché comme du contenu youtubeur. Et je pense que le gars, si jamais il avait derrière un marketeur ou le gars, il serait millionnaire, quoi. Parce que clairement, je vais te dire la technique qu'il a. Donc déjà, en fait, je sais pas si tu l'as, déjà lui utilise principalement le sweeping, en fait, mais il se fout de savoir, en fait, il n'est pas dans une démarche vachement disciplinée comme celle de Franck Gambale, par exemple, où Franck Gambale, lui, il fait ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il se débrouille toujours pour que ce soit directionnel, en fait. Alors que Marshall Harrison, lui, s'en tape. Lui, il monte... il utilise la technique qu'il a besoin pour faire ce qu'il a envie, quoi. Voilà, c'est ça. On peut parler aussi, ça me fait penser que dans le jazz manouche, quand ils changent de corde, ils attaquent toujours la note vers le bas, enfin la corde vers le bas. Donc ça rajoute encore vachement de dynamique dans le phrasing et tout ça. Mais en tout cas, voilà, le truc, c'est que je pense pas qu'il faille être... je pense qu'il faut avoir une démarche disciplinée dans le sens où... faire les choses bien, avoir la volonté de faire les choses bien. Après, se dire ah non, moi je fais de l'aller-retour, je fais pas de sweeping. Ah non, moi je fais que du sweeping, je fais pas de l'aller-retour. Ah non, moi je fais que du legato ou que de l'hybrid picking, ou j'en sais rien. Je trouve pas ça non plus
Alors après, ça là-dessus, peut-être, je suis quand même assez d'accord avec toi. Après, quand tu recherches précisément un son, tu vois, par exemple, Patrick Ronda, lui, il est à l'airto strict à fond, même s'il fait un peu de sweeping, il fait un peu de legato et tout ça. Mais quand c'est un choix qui est dicté par vraiment ce que tu veux obtenir en termes de son, ça me choque pas, toi, de dire, moi, je fais que de l'aller-retour et pas du reste. Après, c'est vrai que quand tu es en phase Cyril, d'apprentissage, Patrick là, Ronda, c'est autre chose. c'est composé. Oui. C'est de la composition et en fait ça découle vachement. Enfin, oui, non, mais je suis d'accord. C'est juste que je voulais nuancer, tu vois, par rapport à ce que tu dis, juste pour préciser pour les auditeurs que selon si tu es vraiment un apprenant qui découvre les techniques et quelqu'un de plus avancé qui recherche son son, etc. Là, ça peut avoir du sens de carrément bypasser certaines techniques. Oui. Mais par contre, moi, tu vois, j'ai quand même pas mal réfléchi à cette notion d'attaquer tout de front, d'attaquer notamment quand j'enseigne à des élèves et je suis même pas certain d'avoir une réponse claire à ce niveau, tu vois. Parce que autant, des fois, je me dis, attaquer tout de front, c'est vachement bien parce que du coup, ça te permet de faire face, d'avoir les armes pour faire face à toutes les situations. Et en même temps, je me dis, dans certains cas, est-ce que ça peut pas, pour certains élèves, embrouiller et se dire, là, il est en train d'apprendre l'aller-retour et en même temps, il est en train d'apprendre l'économy picking, qui est un mouvement quand même relativement différent hein, au niveau de la main droite. Est-ce que des fois, ça peut pas l'embrouiller et du coup, embrouiller un peu son aller-retour et embrouiller un petit peu, tu vois, et le faire que finalement, il avance peut-être moins vite sur les deux techniques que s'il avait focalisé une. Alors, je dis pas de passer 3 ans sur l'une et ensuite de passer à l'autre, hein, mais par exemple, peut-être des phases d'un mois d'aller-retour et après, tu bascules sur une autre. Là-dessus, honnêtement, j'ai pas une réponse définie parce que tu as des élèves où ça leur pose aucun souci, par exemple, de faire les deux en parallèle, et tu en as d'autres, le fait d'avoir des gestes complètement différents intériorisés d'un coup, tu vois, ils vont avoir un moment de blocage. Alors peut-être que c'est que temporaire et en fait c'est après quelque chose qui va être un accélérateur et après ça va devenir naturel. Parce que moi je rejoins quand même ce que tu dis sur le fait de tout aborder en même temps. Ça fait que du coup tu progresses de manière globalement à peu près égale dans tout. Après, là pour ce qui est des cours, la pédagogie... Et encore une fois, c'est toujours pareil. On peut pas. C'est ce qu'on disait dans les autres épisodes, c'est ce qu'on dit à chaque fois quand on discute, c'est que tu peux pas. La pédagogie, c'est aussi le pédagogue, il doit s'adapter en face à la personne. Tu peux pas. Il y en a qui. Moi, je vais te dire, j'en ai parlé, je crois, dans un podcast. J'ai un élève qui est arrivé qui me dit, ah ouais, j'ai un super gros défaut. Mais tout le monde lui a dit ça, tu vois, alors que c'était bien. Ouais, j'ai un super gros défaut. En fait, le gars prenait son médiator entre le majeur et l'index l'index et le majeur de la main droite et il faisait du pouce aller-retour comme un gaga, tu vois, en faisant des rythmiques métal, genre du Metallica, tu vois. Ouais. Putain, mais moi quand j'ai vu ça, si tu veux, c'était avant en plus qu'il y ait les pouces aller-retour, un peu la Tosina Bassi, et il n'y avait que le genre Victor Wooten vraiment qui faisait ça, tu vois, du pouce aller-retour comme ça. Punaise, moi quand j'ai vu ça, je lui ai dit non, surtout pas, il faut pas, c'est pas un défaut, enfin je veux dire c'est super créatif, c'est super génial, c'est super singulier, tu dois continuer dans cette voie-là. Bon après j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, ça se trouve il a arrêté la musique, mais tu vois il y a quand même des singularités comme ça que je trouve vachement intéressantes. Oui, carrément. Et encore une fois, il faut s'adapter aussi à ta morphologie. Moi par exemple, comment dirais-je? Moi, par exemple, la morphologie que j'ai fait que je suis obligé de travailler certains mouvements plus que, par exemple, sûrement que toi ou peut-être... Après, j'ai des facilités sur d'autres choses. Voilà, c'est ça. Mais il y a des mouvements, en fait, vu ma morphologie, qui font que je suis obligé de travailler... tel truc plus peut-être qu'un autre. J'ai le petit doigt de la main gauche hyper faible. Donc pareil pour ta main droite en fait, par exemple tes épaules, parce que bon, le mouvement de la main droite c'est pour moi, enfin moi quand je l'enseigne en tout cas je dis qu'il y a 4 axes. Il y a l'épaule, le coude, le poignet et le bout du médiator en fait, enfin le pincement. Il y a 4 actions pour moi si tu veux. En tout cas c'est comme ça que j'essaie de l'expliquer d'une façon généraliste, et après tout le monde n'est pas pareil, donc en fait ça après il faut adapter. Il y en a qui vont jouer beaucoup plus avec le coude, il y en a beaucoup qui vont jouer beaucoup plus avec le poignet, il y en a qui vont jouer avec en mode aérodynamique avec le comment on va appeler ça, le point d'impact du médiator avec les doigts en fait. Je regardais une vidéo d'un gars là, je me souviens même plus son nom sur Facebook, donc un mec tu vois qui fait du shred Facebook réseau social quoi. Et lui carrément il jouait pas du tout avec l'avant-bras ni avec le coude ni avec le poignet, et le gars il jouait en fait en jouant entre les doigts quoi.
le médiator, tu vois. Donc après ça, il faut... Ouais, après, c'est une question de ressenti. Il faut arriver. En fait, c'est vrai qu'en tant que prof, tu peux montrer une approche, mais après, en fait, tu dois surtout aider l'élève à trouver l'approche qui va, pour lui, être naturelle, lui faciliter les choses sans lui créer de problèmes, de douleurs, etc. Et du coup, c'est vrai que chacun, on va avoir des positions qui nous facilitent les mouvements. Alors que pour un autre, ça sera pas du tout ça. Pour quelqu'un d'autre, ce que nous on perçoit comme naturel sera complètement antinaturel pour un autre. Donc c'est vrai que c'est une recherche d'ergonomie en fait finalement. Quand tu es avec le Mediator, en plus c'est vrai que c'est tout de suite, ça te rajoute un objet dans les doigts que tu as pas quand tu joues au doigt. Tu vois, c'est encore un niveau de sensation qui est très différent. Je crois que c'est Von Allen lui qui tient entre lui, c'est entre pouce majeur, il me semble, parce qu'il fait le tapping avec l'index. Je crois si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Alors je me souviens plus. Il me semble, mais peut-être que je dis une connerie. Alors il y a le guitariste qui tient son médiator entre pouce majeur. Tu as le guitariste de Skunk and Nancy, qui est pas du tout. Alors je connais pas son nom et on n'est pas du tout dans du shred, du soliste. Hein. Là on est vraiment dans le rhythmic songwriter. Voilà. T'avais Sylvain Luc qui à une époque le tenait. Entre le majeur et le pouce, et c'est fini. Maintenant, il est revenu à une prise plus, on va dire, plus usuelle, enfin plus plus moins singulière. Tu as Pat Metheny qui en fait, alors admettons, tu es à la pointe du médiator, lui joue avec la tranche. Ah oui. Non, il joue avec le côté arrondi, pardon, c'est pas la tranche. Ouais, je vois, ouais. En fait, il tient le médiator à l'envers, quoi, c'est ça. C'est ça. Quasiment. Et en fait, il joue avec en fait ses pouces et majeur index en dessous, voilà. Mais pareil, là tu vois, quand tu écoutes Pat Metheny, même sans qu'il phrase, hein, je parle pas de la musicalité du gars, mais t'entends que déjà il a déjà un son vachement singulier, quoi. Voilà. Voilà, il y a plusieurs façons, c'est vrai, comme tu disais, il y a aussi les façons de tenir, tout ça. Donc ça c'est intéressant, je dis aux auditeurs parce que c'est vachement intéressant d'observer comment les gens tiennent leur médiator et quand tu pratiques. Je pense que c'est vachement important. Moi, j'ai un miroir, si tu veux, quand je pratique, pour regarder mes mouvements, pour me rappeler, attention, ça, il faut que tu fasses ci, attention à ça, il faut que tu fasses ça. Si jamais, par exemple, mes mouvements sont pas harmonieux quand je regarde dans le miroir, c'est-à-dire fluides, je rectifie le coup, quoi. Que ce soit main gauche, main droite. Main gauche, j'essaye de rapprocher les doigts le maximum des cordes. Et même quand je les utilise pas, ce qui est dur avec mes doigts qui sont super longs. Et après, main droite, c'est pareil. J'essaye de vraiment, et c'est ce que j'explique aussi dans mes cours et tout, c'est que je dis, si vous voulez gagner en rapidité, il faut que vous restiez le médiator contre les cordes, enfin, le plus proche possible, sans faire de grands mouvements. Par exemple, ça c'est un défaut. Alors c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais j'ai un prof qui m'a fait travailler quand j'étais petit. Il m'a dit il faut exagérer à fond le mouvement du médiator, comme ça quand tu iras plus vite. Et en fait, il m'a fait faire du caca, dans le sens où j'ai mis des années en fait à rectifier ça, parce qu'en fait, au final, tu perds du temps. Ta main droite, elle utilise 40%, 50% d'énergie en trop. Et du coup, t'as pas un joli son et tout, puisque je travaille vachement sur le son, donc je pense qu'on pourra en parler par rapport au médiator. Le son du médiator, en fait, voilà, le son de ton son. Voilà. Alors, comme tu disais, effectivement, la matière et tout ça. Donc après, moi, je pense que il faut trouver un médiator avec lequel on est à l'aise, c'est-à-dire que ce soit la matière, l'épaisseur et compagnie. Un médiator facile à trouver aussi, parce que ça il faut le signaler que des fois si tu perds ton médiator. Voilà, tu perds souvent ton médiator, et qu'il faut quand même un truc qui soit assez diffusé, ou du moins que tu en aies d'avance, parce que quand tu fais des concerts par exemple, tu utilises dans une saison, moi j'utilisais un paquet, si tu veux, je les commande par 200 moi. Donc tu utilises tu les perds tout le temps et tout, et c'est pour ça que je les ai pris roses. C'est aussi parce que tu les vois bien quand voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que moi, avec mon médiator noir en pleine salle de concert, c'est la mort. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, trouver un médiator quand même. Donc trouver un médiator qui te convient d'un point de vue épaisseur, texture et tout. Et après travailler sur ton son et ta rapidité, etc. avec ce type de médiator là, quoi. Voilà.
Tu vois, moi j'ai trouvé une alternative au Mediator qu'on perd, parce que ça m'arrive des fois, tu as une attaque un peu violente et t'as le Mediator qui part en vrille. C'est que j'ai pris l'habitude aussi de jouer au doigt, mais comme un Mediator. Il y a pas mal de guitaristes aussi qui font ça. Laurent Rousseau, par exemple, joue de cette manière-là. D'ailleurs, on tient à préciser pour ceux qui vont écouter les épisodes dans l'ordre et qui les écoutent, parce que je sais que j'ai eu quelques retours de mecs qui me disent ah ouais, vivement jeudi et tout, j'ai hâte d'entendre le podcast. Donc ça c'est cool. Donc Laurent va venir, va être interviewé là. On a eu un chat. On est bien content. Merci à lui. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens avec lui. Je tiens à le passer quand même parce que bon, c'est un peu comme une émission de radio, même si on n'est pas en live. Quoi qu'on va essayer, on en a parlé avec Cyril. De toute façon, selon comment ça marche, on va peut-être essayer de trouver une façon de faire du live ou. Ouais, ce serait cool. Voilà, pour pouvoir peut-être même éventuellement répondre à des questions en même temps, etc. Ouais. Ou se voir pour soit enregistrer un truc ensemble ou peut-être faire du live ensemble. Je ne sais pas encore. Mais donc on a contacté une bonne quarantaine de personnes. Donc je tiens à remercier tout le monde puisque vous aurez des épisodes avec des guest stars à chaque fois. Tout le monde a été vachement enthousiaste pour le projet en fait. Voilà. Comme Romain. Oui. Comme Romain d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs petit appel à l'action, donc n'oubliez pas de nous laisser une évaluation sur iTunes, de vous abonner sur Spotify ou Deezer, ou je sais plus, parce qu'il y a une personne m'a dit sur Deezer on peut pas s'abonner, je crois. Ouais, alors je t'avoue que j'utilise pas Deezer, donc. Ouais, moi non plus. Je sais que j'ai tous les backing tracks qui sont sur Deezer parce que mon distributeur les met dessus, mais je me suis pas occupé de bosser dessus. Spotify, donc je sais qu'on peut s'abonner, etc. Apple, on peut laisser des avis. Je pense sur Google Podcast, vous pourrez aussi. Donc, vous pouvez nous soutenir en laissant un avis, etc. En vous abonnant et en allant liker, en partageant et en allant liker ou en parlant tout simplement. Puisque on oublie des fois, on dit partager. Non, mais partagez autour de vous plutôt que sur les réseaux sociaux même. Voilà. Et il y a la page Facebook qui a pas mal avancé. J'ai été surpris. Tiens. Ouais. On a gagné des abonnés. Ouais, et d'ailleurs, il faut que je m'en occupe, que je fasse un peu des stories, des vidéos pour expliquer un peu, pour dire bonjour aux gens quand même. Et que je m'en occupe parce que avec le déménagement, ça a été, Cyril, ça a été la folie. Ouais, toi, bon, moi j'ai 3 enfants plus un déménagement et tout ça, le nouveau studio et tout. Et toi, bon, t'as une petite fille en bas âge. Une petite fille d'1 an et 1 mois maintenant, le déménagement, plus le fait que j'étais sans internet pendant au moins 14 jours et que je me suis récupéré un débit de merde quand je l'ai récupéré. Un débit moyenâgeux, quoi. Ouais, genre pour les auditeurs, voilà, genre 5 heures pour uploader 40 secondes. Et maintenant, j'ai la fibre depuis hier. Et donc là, j'ai un débit de fou furieux. Donc on se fait plaisir. Ouais, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, pour en revenir donc au jeu au doigt. Et après, il y a l'hybrid picking. Du coup, je termine ce que je disais. Et du coup, ça permet de rebondir sur l'hybrid picking. C'est que, du coup, moi, quand je perds mon Mediator, j'ai pris l'habitude je joue avec des ongles, en fait, à la main droite. Parce que, ça, c'est l'héritage des cours de guitare classique que j'ai pu faire. Où, voilà, on pourra avoir un peu plus d'attaque. On joue avec les ongles, là, pour avoir un peu plus de puissance sonore. Et j'ai gardé cette habitude sur la guitare électrique. Bon, ce qui me pose des problèmes, par exemple, pour le tapping, c'est un peu plus difficile quand tu as des ongles que quand tu en as pas. Mais bon, malgré tout, en tout cas pour le jeu au doigt, tu vois, je peux jouer avec mes ongles comme si j'avais un Mediator. Ce qui fait que si je perds mon Mediator, je m'en fous parce que j'ai un Mediator intégré à chaque doigt. Donc ça, petite astuce pour les auditeurs. Si vous avez un peu d'ongles comme ça à la main droite, ça suffit d'en avoir sur l'index, par exemple. Et en fait, je fais comme si j'avais un Mediator fantôme entre le pouce et l'index. Donc je serre simplement le pouce et l'index et je peux faire de l'aller-retour avec l'ongle de l'index sans problème, quoi. Donc j'ai jamais testé de faire le sweeping par contre comme ça. Il faudrait que j'essaye, voir si je suis aussi à l'aise. Mais en tout cas pour l'aller-retour et même le directional picking, ça marche globalement bien. Donc, voilà, petite astuce. Et donc on en vient du coup à ce que tu disais, l'hybrid picking. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'hybrid picking, c'est une technique du coup hybride entre le jeu au doigt et le jeu au Mediator. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, tenir son Mediator entre le pouce et l'index et on va utiliser les doigts restants, donc généralement majeur et annulaire. Je ne sais pas si beaucoup utilisent le petit doigt, mais en tout cas majeur et annulaire, on va les utiliser pour jouer d'autres notes. Alors ça, c'est pas mal utilisé en country, les jeux et aussi. Comment ça s'appelle
en finger picking, en fait, ça découle parce qu'en finger picking, tu as. Ça découle des onglets que tu mets au voilà, pouce. Voilà, c'est ça, des onglets. Et du coup, ouais, voilà, voilà, comme tu disais, c'est vachement utilisé en country. Et puis ça a été popularisé, on va dire, par les nouveaux shredders. On va l'appeler les néo-shredders, ça fera bien, tu vois. Ça fera cool, ça, ouais. Néo-shredders, tu vois. Des réseaux sociaux et tout, comme les mecs comme Rick Graham, Tom Quayle et compagnie. Et si tu veux. Après, moi, je suis intéressé par le son que ça donne. Ouais, pareil. Surtout, moi, au-delà même du son, c'est les possibilités de phraser. Et aussi, faut reconnaître que ça simplifie beaucoup les choses, notamment les sauts de cordes. C'est le jour et la nuit entre faire un saut de corde en pur aller-retour strict. Et on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple pour le jazz manouche ou quoi. C'est que carrément, la technique que tu utilises influe directement sur ton phrasing. Ah oui, c'est obligé. Ouais, comme Gambale, par exemple, je veux dire carrément, bon, moi je suis très fan de Frank Gambale depuis que je suis minot. Et c'est vrai que bon, après esthétiquement parlant, c'est pas mon préféré, on va dire musicalement, mais il y a tellement, enfin c'est tellement ancré en moi, si tu veux, c'est un peu comme Dragon Ball Z, moi, tu vois. J'irai pas me regarder des épisodes toute la journée, mais quand j'en regarde un, j'adore, quoi, tu vois, même si je le connais par cœur. Et si tu veux. Voilà, je veux dire, c'est carrément son phrasing et même ses compositions, et c'est ce qu'on disait par rapport à Patrick Ronda qui a des super compos, moi je trouve. C'est vraiment le fait où la technique que tu utilises implique, en fait, agit sur le phrasing et la musicalité, quoi, tu vois. Oui. Et c'est vrai que. Par exemple, ça aide à définir le style aussi, ça joue sur ton style, mine de rien, hein, aussi. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant, même le fait, sans parler de phrasing, c'est-à-dire les gâteaux, hybrid picking, ce qu'on voit la plupart du temps, avec les sauts de cordes ou les machins comme ça. Moi, je trouve que c'est aussi intéressant, des fois, de juste jouer en pluckant, en fait, parce que eux, les Américains, ils disent to pluck, donc je ne saurais pas comment traduire ça en français, mais on pourrait dire pincer. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, par exemple, et tu pinces avec ton doigt plutôt que le médiator, par exemple, des parties de ton phrasé, tu vois, je trouve ça vachement intéressant et je trouve ça vachement dynamique, quoi. Sachant que. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as un son qui est légèrement différent entre le médiator et les doigts. Du coup, ça te fait des subtilités en termes de timbre au niveau de l'instrument qui sont assez intéressantes. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Et pareil pour. Qu'est-ce que mince, je voulais dire un truc vis-à-vis de ce truc là. Encore une fois, voilà, et ça te permet aussi lorsque tu joues en legato, de faire par exemple une note par corde, sans pour autant faire du sweeping. Par exemple, Tim Miller, donc qui est un guitariste de New York, un peu de la nouvelle génération et tout. Donc c'est très très aseptisé, c'est très technique, enfin très technique et très intellectuel comme musique. Mais après, je dois t'avouer que je suis pas super fan musicalement, bien que j'adore le jazz new-yorkais, comme les gars comme Peter Bernstein ou Gilad Excelman ou Mike Moreno, par exemple, on parlait de Mike Moreno, allez voir sa main droite. Hein, voilà, c'est vraiment un mélange. Et lui, pareil, c'est entre pouce et majeur, le médiator. Et il pointe son index, en fait. Son index l'aide comme, tu dirais, comme un truc aérodynamique, en fait. Il a vraiment une technique singulière. Tu vois, musicalement, je trouve ça vachement intéressant. Et je suis sûr qu'on parlera avec Peter Bernstein, ou Bernstein, je sais pas comment on dit, ou exactement, mais lui, je suis sûr qu'il en a rien à cirer de savoir qu'il fait de l'aller-retour, du sweeping, voilà, lui, c'est un mec c'est l'élève de Jim Hall. Il vient directement de la musicalité. Et voilà. Et après, nous, on aime bien mettre des noms sur des trucs parce qu'il y a vachement le côté pédagogique qu'on est obligé de mettre les trucs dans les cases, un petit peu. Bien que je sois pas pour, mais donc voilà. Après, il y a des trucs. Là, on parle de technique et tout, mais il y a des mecs. Je suis sûr, on irait voir Stevie Ray Vaughan. Il me dirait, moi, j'en ai rien à cirer de savoir que c'est vers le bas ou le haut. Moi, je fais le son. Moi, je travaille sur le son. D'ailleurs, tu vois qu'il slappe avec le médiator, je sais pas si tu as remarqué. Il y a une vidéo, vous allez voir, je l'envoie à tout le monde parce que déjà je trouve que le mouvement il est parfait. Faudrait la mettre sur le Facebook de Culture Guitare. Ouais, c'est ça. Je la mettrai en même temps dans le commentaire de la publication. Ouais. Si tu veux, tu tapes Stevie Ray Vaughan Acoustic Blues et la vidéo elle est pourrie, etc. Et tu vois vraiment, déjà tu vois vraiment la main droite elle est parfaite, c'est-à-dire épaule, coude, poignet par rapport à la guitare, par rapport à sa morphologie. Tu peux pas faire mieux, je trouve, plus fluide dans le mouvement physique déjà. Après, tu vois que déjà il fait beaucoup de coups vers le haut, donc il slappe
avec le Mediator, en fait, les cordes, quand il fait des bends et il y a une expressivité. Et en même temps, tu disais, ouais, mais il attaque fort les cordes, mais en fait, il attaque. En fait, j'ai envie de te dire, et je prends souvent cette comparaison, c'est comme quand tu joues au tennis. Si tu tapes bêtement la balle, elle s'en va à 10 km, enfin pas 10 km, mais elle s'en va à 100 mètres hors du terrain et tout. Par contre, si tu la pousses fort dans le terrain d'en face, tu arrives à l'envoyer avec puissance, mais dans le terrain d'en face. Et là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que, effectivement, c'est attaquer fort avec du poil, j'ai envie de te dire. Tu vois. Mais en même temps, c'est tellement souple, si tu veux, que... Enfin, pour moi, c'est comme la main droite de Mime Steam. C'est les mains droites, pour moi, c'est les mains droites les plus belles. Oui, en fait, tu as l'impression un peu que c'est comme si au lieu de jouer sur des cordes, il jouait comme dans du beurre, quoi. C'est un peu ce principe-là, c'est que ça coule. Tu as l'impression que c'est naturel, que tout s'emboîte. Oui, tout à fait. C'est dur à décrire, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a un peu cette question-là d'harmonie. Je trouve effectivement que quand c'est beau à regarder, c'est souvent beau à écouter aussi, tu vois, au niveau... quand tu vois, il faut penser pour les auditeurs, c'est que quand on joue avec le Mediator, on se focalise sur le Mediator. On se dit, tiens, là, il faudrait que je modifie d'1 millimètre peut-être ma position, il faudrait que je fasse ci, ça. Alors qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le Mediator, c'est l'extension du corps. C'est-à-dire que si à l'origine, il y a un élément du corps qui lui-même est mal placé, en fait, ça va impacter le bout de la chaîne, c'est-à-dire le Mediator. Le Mediator, il reçoit finalement l'énergie du corps, en fait. Hein. La main, les doigts reçoivent ce qui vient de la main, ce qui vient du bras, ce qui vient de l'épaule, ce qui vient du corps en général. Donc, c'est vrai que si déjà au niveau corporel, tu as une harmonie à travers tous tes membres, à travers tout ton corps, généralement, ça va se ressentir aussi au niveau du Mediator derrière et ça va impacter le son. De toute façon, tu le sens quand tu vois jouer quelqu'un qui joue de manière tendue, ça se traduit dans le son. Ça envoie un son tendu au niveau physique, au niveau guitare. Tu vois, je sais pas si tu as déjà ressenti ce genre de choses. Si, totalement. Et puis même, je parle même pour moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, parce que j'ai commencé, on va dire, la première vidéo, je crois que j'ai fait sur ma chaîne, elle a été publiée d'un bar à Port-Grimaud, à la Balance, en fait. Et en fait, en 2015, du coup, parce que j'avais jamais fait de vidéo et je me regardais pas forcément jouer, il y a plein de choses que j'ai corrigées physiquement, quoi. Voilà, grâce aux vidéos, quoi. Je me dis, non, mais ce mouvement-là, c'est juste pas la peine, quoi. C'est juste plus possible. Et c'est d'où l'intérêt aussi en fait, si tu veux, j'écoutais une conversation d'entrepreneur, là, de start-upper. Et le gars, il disait qu'il a une amie à lui qui est une virtuose du piano, etc. Et lui, il était impressionné. Il disait, mais comment ça, t'as un prof et lui, le mec, il connaît pas grand-chose. Il dit, mais vous aussi, vous êtes un virtuose Et le prof lui répond, non, moi, je suis incapable de faire ce qu'elle fait. D'accord. Mais c'est courant en plus ce genre de choses parce que tu peux être un pédagogue absolument fabuleux tout en étant par exemple un guitariste de niveau correct mais sans plus. Il y a une vraie différence. Comme tu vas avoir des virtuoses monstrueux qui vont être des pédagogues de merde. Et il y avait aussi un cas comme ça. Alors je sais plus du tout le nom du prof de guitare, mais c'est en Chine. Il y a une guitariste qui faisait sensation à l'époque sur YouTube qui s'appelle toujours parce qu'elle est vivante, Li Ji, notamment sa vidéo est super connue. Si on tape, je pense, là j'ai YouTube sous les yeux, si je tape Caprice 24 Li Ji, juste pour peut-être vous dire l'orthographe, voilà, c'est L-I pour le prénom et J-I-E. Allez voir cette vidéo. Donc la guitariste, elle est monstrueuse en termes de technique. Et en fait, voilà, le nom du prof, c'est Chen Zi. C-H-E-N-Z-H-I. Et donc, on voit là, en deuxième résultat, il y a une masterclass entre lui et son élève. Et lui, clairement, il n'a pas un aussi bon niveau que son élève, mais par contre, sa classe de guitare, elle est absolument monstrueuse. Tous les élèves qui passent chez lui, ça finit en virtuose de la guitare classique. Voilà, il les dirige, et puis c'est que le mec, en fait... c'est pour ça que je trouve vachement intéressant d'avoir des mentors. Bon, là pour l'instant moi je vis loin et tout, et c'est vrai que par exemple je discutais avec une amie là, qu'est-ce que t'aimes faire en voyage, tout ça, et je lui dis moi quand je vais en voyage j'essaie de trouver le tueur du coin et puis de prendre des leçons avec lui. Et c'est vrai que tu t'entends jamais
aussi bien que dans les oreilles des autres, en fait. Ah, c'est très beau ça. Tu vois? Et c'est très vrai. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu as des tics et il y a des choses que toi, tu trouves que tu fais qui te semblent absolument banales, sans intérêt, etc. Et puis le mec, il va dire non, non, mais c'est dans cette voie-là qu'il faut que tu te diriges, c'est ton truc. Et que toi, tu as plutôt tendance à vouloir le renier, hein, puisque ça arrive ici. Et en même temps, toi, tu vas être super fier d'un tel ou tel truc. Et puis le mec, il va te dire non, mais ça t'arrête maintenant, tu vois. Et moi, c'est vrai que ça m'est arrivé plus d'une fois en cours où moi, j'ai eu de la chance. Notamment, j'ai eu un prof qui s'appelait Gérard Morin, qui est pour moi le meilleur prof que j'ai rencontré, qui a changé tout ma vision du truc. Que ce soit la guitare ou dans le jazz, puisque bon, je me suis vachement immergé dans le jazz. Mais c'est vrai que des fois, toi, tu es super fier de lui sortir tel ou tel truc, et puis en fait, il dit non, mais là, laisse tomber, capitalise pas là-dessus, c'est pas bon, tu vois. Alors que toi, tu comprends pas, et puis en fait, tu comprends, mais 5 ans plus tard, et en fait, du coup, si tu l'écoutes, la personne, en fait, tu gagnes du temps, en vérité. Même si des fois, tu as besoin de te tromper pour te rendre compte vraiment des choses, toi, tu vois. C'est comme j'avais pris... Pour l'ego, c'est pas facile des fois de se remettre en question, notamment quand tu as de l'expérience, c'est des fois même encore bien plus dur. Après, je vais être franc avec toi, j'ai pas forcément... je pense pas, enfin, j'espère pas avoir de problème d'ego, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis sûr de mon point de vue, parce que des fois, je me trappe des super sales commentaires, en fait, parce que je pense que j'ai l'air sûr de ce que j'avance. Et je le suis dans le sens où c'est ma vision des choses et encore une fois la vision des choses et même la pédagogie c'est comme tu sais quoi, il y a tout le monde qui en a un quoi, hein, donc si tu veux, donc le truc c'est que moi quand j'ai un mec qui me dit ouais ce que tu fais là c'est pas bon, je me dis bah attends pourquoi il me dit ça, tu vois. Alors là tu te demandes, t'en es à un stade où tu te dis ouais il a peut-être raison ou qu'est-ce qui peut pas aller en fait, du coup ça remet quand même quelque chose en question. Tu vois, je suis pas du tout là à me dire bon, parce que pendant 3 ans, j'ai pris des cours d'harmonie et d'harmonie, on va dire, appliquée à la guitare avec un pianiste, en fait. C'est de là que j'ai vachement développé mon truc sur les triades et tout ça. Bon, il y a plein de trucs qui me disaient non mais ça tu fais plus, ton accord ouais mais tu me fais jamais un ré mineur 7 en basse fondamentale, comment c'est pourquoi, c'est à cause de la guitare? Je lui dis ouais parce que c'est pas pratique, et il me dit débrouille-toi pour que ça sonne comme ça mais à la guitare. Et c'est vrai que il m'a ouvert vachement et puis j'aime bien que le prof soit dur en fait avec moi j'ai quand même besoin de j'ai besoin d'être remué quoi. Le but, c'est que le prof, il va te sortir un peu de ta zone de confort. Si ça reste je tiens pas juste, assez à te pousser... Je rebondis là-dessus. Je trouve que non. Il faut pas te sortir de ta zone de confort, en fait. Je pense que c'est faux. Alors, vas-y. Il faut pas sortir de ta zone de confort. Il faut étendre ta zone de confort. Et c'est comme ça que c'est stupide, par exemple, de te dire je vais essayer de jouer au doigt comme Nelson Veras. Ouais, tu sors de ta zone de confort, tu vas te mettre en porte-à-faux, tu vas faire du caca. Si tu fais ça en concert, tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas faire du caca. Mieux vaut étendre ta zone de confort en fait. Donc psychologiquement, moi c'est une façon de penser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais il faut sortir de sa zone de confort, que ce soit dans le business, dans le développement personnel, dans le sport et tout. Non, en vérité il faut l'étendre. Ta zone de confort. Après, j'imagine c'est peut-être une question de mots, parce que tu vois, moi, quand je dis en tout cas sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que j'applique régulièrement dans mon jeu. C'est que je me dis, bon, il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je sais pas du tout faire, et il y a des choses que j'ignore même complètement, et je me dis, tiens, ça, je te donne un exemple concret. Un bon exemple de sortir de la zone de confort que je pratique moi, c'est que quand je dois jouer quelque chose à la guitare, je vais prendre par exemple un phrasé de quelques notes et je vais me dire, ok, la façon la plus simple de jouer ça, si j'étais vraiment le guitariste basique qui se dit, je vais chercher la façon la plus simple de jouer la chose, et c'est souvent une bonne façon de faire, je le ferai comme ça. Et je me dis, ok, alors maintenant je vais faire l'inverse, je vais essayer de prendre la pire, le truc le moins naturel possible, le truc le moins idiomatique et le truc le moins guitaristique possible pour jouer ce phrasé-là. Et je vais essayer de voir ce que ça donne. Ben, en fait, ça, tu vois, moi, le fait d'avoir appliqué ça à peu près, j'ai commencé à réfléchir comme ça autour de 2010, ça m'a amené à développer les logiques de phrasé que j'ai aujourd'hui. Parce que
Par exemple, je te donne un exemple le plus basique possible. Maintenant, au lieu de, quand je dois répéter des notes, c'est quelque chose que je fais très très peu, de répéter la même note. Par exemple, plutôt que me dire, je sais pas, je vais jouer 2 fois la même note, je vais la faire sur 2 cordes différents en unisson. Ça, c'est Pourtant, c'est intéressant ce que beaucoup tu plus chiant dis. et plus dur, tu vois. C'est ce que tu dis là, c'est intéressant parce que je suis sûr que beaucoup de guitaristes font ce que tu dis, c'est-à-dire de ne pas Ouais, répéter la même note. Alors effectivement, toi tu parles de jouer les doubles notes un peu à la Lana Allsworth, c'est-à-dire par exemple, admettons si tu es sur la cinquième case de la corde ouais. de si, tu fais 5, 8, 5, 10 et en 5, fait 9 sur le, 5, 8, je fais 9 sur la corde 5, 10. de sol. Oui, Je fais oui, oui, un oui, unisson, 5-9, pas une, oui, oui. pas une Moi, j'allais seconde. dire sur la corde de mi aigu, tu fais le 10 et le Oui, 5. oui, Ce que je veux dire, ouais, voilà. c'est Donc, ça, vrai. c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que ça te rapproche d'un phrasé très saxophonistique. Et alors, tu connais la tradition. C'est quelque chose que Alan Holdsworth fait énormément, ça. Alan Holdsworth, Scott Anderson. Ouais, Steve Vai le fait aussi dans le solo de For the Love of God. ouais. C'est quand même des trucs voilà, qui se font quand même et qui donnent un son, en fait. Mm. Mais tu vois, ça, c'est un exemple. Bon, je t'ai cité l'exemple des notes répétées, par exemple. Mais toi, je pourrais me dire, bah non, faire un unisson sur 2 cordes, c'est quand même chiant. Ça te fait faire un gros écart de doigts. Alors, je pourrais juste répéter la même note sur la même corde, tu vois. Et du coup, c'est te forcer à faire des choses qui te paraissent a priori pas naturelles. Du coup, bah, d'une certaine façon, ça te sort de la zone de confort temporairement. Mais après, je pense que justement, ça amène à ce que tu dis, c'est qu'une fois que tu en es sorti avec quelque chose et que tu vois que ce quelque chose est intéressant pour toi, bah c'est là où en fait ça te permet de l'étendre. Mais en fait, Oui. avant de l'étendre, tu es obligé un peu de sortir pour voir qu'est-ce qui est intéressant à étendre. Tu vois, j'imagine ça un peu comme une maison, tu as ton jardin autour et tu t'es jamais sorti de ton jardin et tu te dis, tiens, si j'allais un peu vers la droite, voir ce qu'il y a. Et si ça te paraît intéressant, tu essayes d'étendre ton jardin de ce côté-là. Si c'est pas intéressant, tu reviens dans ton jardin et tu vas voir ailleurs. Tu vois, c'est un peu comme ça que j'envisage le truc. Alors ouais, et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça dépend vachement de ta progression aussi, de ton. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, je te disais ouais, je travaille mes hammers from nowhere. Ouais. Et ça, c'est des trucs que je travaille enfin c'est quelque chose que j'ai essayé de faire pendant des années et j'arrivais pas à trouver. Euh, J'arrivais pas à trouver j'avais pas le mojo avec ça et en fait c'est quelque chose maintenant que je trouve qui moi m'a révélé sur plein de choses alors Mm. que j'aurais essayé 6 mois avant d'ailleurs j'ai dû le faire mais non ça marche et du coup ça me donne en legato ça me donne un son bien meilleur. Ouais. Mon phrasing a pris quelque chose, c'est beaucoup plus. Et du coup, même mon legato en est différent, dans le sens où en fait maintenant je joue plus legato, mais en fait je joue des hammers sur toutes les notes, même quand je monte. En fait, Mm. si tu veux, soit tu fais, enfin bon, bref, c'est un sujet sur le Mediator, c'est intéressant quand même, on en parlera ça. Mais On digresse comme d'habitude, mais eh c'est oui, ça qui est voilà, intéressant, c'est normal. mais voilà, et moi c'est ça qui me plaît, Ça montre que tout est lié. voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, on en parlera une autre fois de ce truc de legato, de marteau, Ouais. voilà. Mais en tout cas, voilà, donc oui, pour en revenir à ce qu'on disait, voilà, il y a des fois, ben, en fait, comme tu disais au tout début, tu disais, bon, ben, c'est pas le moment de travailler, effectivement, à tel stade de ta progression, c'est pas le moment de travailler le speed picking ou l'aller-retour mélangé. Et puis après, une fois que l'aller-retour, les grands principes sont compris, si tu as envie d'aller vers le speed picking, parce que pour moi, je le dis souvent, pour moi, l'aller-retour est vraiment la technique qui est. Même si tu joues en legato, il faut maîtriser dans la moindre mesure, hein, sans parler Mhm. de faire du shred à la Lee Demola. Hein. Encore une fois, je prends Mhm. souvent cet exemple-là, puisque lui, il est quand même très, très Ouais. aller-retour. Bien qu'il utilise aussi sa technique, tu sais, quand il fait des accords ou ce qu'il y a dans l'intro de Mediterranean Sundance, là, tu sais, il fait Mhm. babao, babao, babao. Ouais. Mais ça, bon, ça, c'est encore autre chose. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'aller-retour, c'est non pas important de le maîtriser techniquement, mais parce qu'en fait, simplement, ça t'apprend à t'ordonner. En fait, ça t'apprend à Ouais. ordonner tes mouvements, à donner l'information entre ton cerveau et tes muscles du bon mouvement
et en même temps ça te fait travailler ce chemin-là, c'est-à-dire oui, il faut que je fasse attention à ça. Je parle pas de shred parce que bon, encore une fois, le shred c'est comme du sport de haut niveau. Si tu passes des heures à shredder tous les jours, bon, tu shredderas, il y a pas de souci, tu vois, voilà, mais encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je dis, voilà, je reviens à ce que tu disais, qu'il faut, il y a des moments, voilà, il faut quand même se focaliser sur un truc pour le maîtriser quand tu sens que tu l'as, que tu n'as plus besoin de réfléchir, parce que je tiens aussi à préciser, j'en parle souvent de ça, parce que la première fois que j'ai été confronté avec un élève en vrai, en chair en os, puisque quand j'ai commencé mon vlog, je me suis retrouvé... une fois j'étais au restaurant et il y a une personne qui vient vers moi et me dit oh mais c'est toi, putain, j'ai regardé ton tuto ce matin, c'était génial, machin, bon attends, donne-moi ton numéro, je vais prendre des cours, machin, tu donnes des cours? Ouais, je lui dis ouais. Et il me dit ah ouais tiens, j'ai travaillé telle ou telle vidéo, j'ai travaillé ici. Et en fait c'est vrai que la personne, et c'est le problème, et sûrement ça sera un sujet, le problème du contenu online, c'est le fait que en fait la personne effectivement elle jouait le truc, mais qu'en vérité il n'y avait rien de bon, quoi. Ni les coups de Mediator, ni tu le veux dire groove, dans les mouvements, dans les doigtés, même dans le son, si tu veux, dans le sens où tu vois, par exemple, même au niveau de l'accentuation et tout du truc, je sais que c'était un truc de Debussy, parce que j'adore Debussy, donc j'avais retranscrit plusieurs phrasés de Dr Gradus ad Parnassum, et c'est vrai que j'en avais déduit plusieurs autres phrasés, en fait, voilà. Et donc lui il me joue cette partie là et je lui dis ouais mais ça va pas du tout, parce qu'en fait déjà au niveau des coups de Mediator c'est pas bon. Au niveau de l'accentuation du coup, puisque les coups de Mediator influent une certaine accentuation en tout cas. Ce qui est important, c'est surtout l'accentuation du truc. Si jamais par exemple ça rend ton phrasé bancal en fait, quand c'est mal accentué, quoi, tu vois. Donc le truc c'est que voilà, il faut quand même savoir maîtriser. Et d'ailleurs, cette personne-là, je sais qu'elle a beaucoup bossé sur son aller-retour après, parce que je lui ai dit non, mais tu peux pas. Même si tu veux jouer du sweeping, même si tu veux faire du legato et tout, l'aller-retour, c'est quand même, t'es quand même obligé de maîtriser le truc, quoi, tu vois. Ouais, puis en fait, t'en as forcément besoin de l'aller-retour, parce que regarde, même si t'es un pur extrémiste du directional picking, quand tu te retrouves sur une corde, ton directional picking, tu peux plus l'utiliser. Si tu dois jouer que sur une corde, tu fais forcément de l'aller-retour. Bon, à la limite, tu peux faire du legato aussi, mais disons que l'aller-retour, tu en as forcément besoin, de toute manière. Oui. Donc c'est une technique, tu peux pas vraiment l'éviter. Et bon, je trouve que ce qui est bien aussi quand tu travailles l'aller-retour, c'est que mine de rien, ça te fait de bosser de manière égale tes coups vers le bas et tes coups vers le haut, ce qui est aussi plutôt un avantage. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour l'hybrid picking, c'est-à-dire que comme quand on travaille le jeu au doigt, tu essayes d'avoir un équilibre quand même. Même si le son est différent, et là tu viens de mettre le truc sur intéressant, c'est qu'il faut avoir un équilibre entre les coups vers le bas et les coups vers le haut, et aussi travailler sur la dynamique et l'accentuation. Alors moi je sais que quand j'en avais parlé sur la chaîne, la vidéo elle avait pas du tout performé, tout le monde s'en foutait de l'accentuation, mais comment ça, qu'est-ce qu'on a à foutre? Et même moi quand j'étais plus jeune, je me disais mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'accentuation? Mais en fait non, c'est essentiel. Et je tiens à dire aux auditeurs que si vous faites l'erreur c'est le genre de choses qui fait la différence entre quelqu'un qui joue très bien de quelqu'un qui joue bien. C'est l'accentuation, c'est ce que certains vont apparenter au feeling en fait. Voilà. En fait, c'est tout simplement même le côté prosodique. En fait, il faut vous imaginer que l'accentuation, c'est comme l'intonation de la voix. Si je me mets à vous parler comme ça tout le temps, c'est hyper chiant à écouter. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves. Donc voilà, en fait, naturellement, quand on parle, on va avoir des inflexions, on va avoir la voix qui descend vers le grave quand on termine une phrase, en tout cas dans la langue française. On va avoir des moments où on a envie de mettre un mot en valeur. Donc ce mot en valeur, on va généralement lui donner plus de points en le disant plus fort. La guitare, c'est pareil, quand vous avez envie de mettre en valeur une note, on a cet outil magnifique qui s'appelle l'accentuation, qui permet, contrairement à ce qu'on croit, l'accentuation, c'est pas seulement sur les coups vers le bas. Parce que pour certains, en fait, accentuation, c'est faire un coup vers le bas. Alors que moi, j'aime beaucoup faire des accentuations avec les coups vers le haut, tu vois. Notamment dans les plans un peu bluesy où tu es tout le temps un peu sur le contretemps, ou les feelings un peu reggae, ska. Justement, ce coup de retour est vachement important en termes d'accentuation. Tu parles du skunk ?
Un rythmique skunk. Ouais, par exemple. Moi, je la fais vers le bas, moi. La rythmique. Alors, le ska, effectivement, je vais jouer deuxième et quatrième double, parce qu'en fait, c'est du C barré, en fait. Ouais. Enfin, non, c'est. Oui. En fait, je le fais effectivement bas vers le haut, mais le skunk, quand je joue le skunk reggae ou quoi, je fais le contretemps vers le bas. Par contre, ça dépend des guitaristes. Moi, c'est plutôt l'inverse. Donc ça... Et le guitariste de Bob Marley, lui, faisait les coups vers le haut. Tu vois, ouais. En croche. Après, c'est une question de feeling. C'est vrai que moi, j'aime bien le feeling des coups vers le haut, c'est pour ça. Voilà. Mais après, ça encore, voilà, ça dépend. Et puis vis-à-vis de ton expérience aussi, par exemple, moi, je peux t'expliquer pourquoi en fait j'ai changé pour le coup vers le bas. C'est quand je me suis retrouvé seul à jouer en fait avec en duo acoustique à la gratte acoustique. Il fallait vachement mettre en valeur les basses parce que sinon il manque vraiment quelque chose. Et quand tu fais le skunk, en général, c'est sur des cordes aiguës. Donc c'est pour donner plus de coffre au truc. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Parce que là, si je vais de manière peut-être assez subtile, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, effectivement, quand on fait des accords, qu'on attaque avec un coup de médiateur vers le bas ou avec un coup de médiateur vers le haut, ça change pas mal la perception. Parce que dans un cas, avec le coup de médiateur vers le haut, tu vas valoriser les cordes aiguës en priorité, parce que c'est les premières à être attaquées. Oui. Et les cordes les plus graves sont quasiment même pas des fois attaquées. Alors que si tu attaques vers le bas, tu vas vraiment plus accentuer les basses. Et je dirais que du coup, quand tu fais un coup vers le bas, ça va peut-être te donner une assise harmonique un peu plus précise parce que tu fais entendre la basse de l'accord en premier, alors que c'est un peu plus diffus quand tu fais les coups vers le haut puisque tu attaques du coup les notes aiguës et que la basse est entendue un petit peu en retard. Ça, c'est vachement important et c'est bien que tu parles de ça. Tu vois, ça m'a fait penser à ça. Du coup, l'importance de choisir le coup vers le bas ou le coup vers le haut quand on joue des accords. Là, on voit toute l'importance, pas seulement en termes de son, mais en termes même de rendu harmonique. Oui, tout à fait. Après, voilà, c'est encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas de règles. Par exemple, tu vois, prenons par exemple un guitariste qui est très à la mode, Cory Wong. Ça me dit rien du tout. Moi j'adore. Hein. C'est un guitariste de funk en fait qui a une façon très singulière de faire du funk avec un mouvement très. Au lieu de faire un mouvement par exemple du funk, on va dire un peu à la Prince ou un funk traditionnel, lui va faire un mouvement très rapproché. Enfin, ça serait plus facile si j'avais une vidéo. C'est-à-dire, il minimise le mouvement et vachement localisé sur des cordes adjacentes. Alors que par exemple tu prends des mecs comme Nile Rodgers, alors je sais que certains vont me jeter la pierre, mais Nile Rodgers, la plupart des rythmiques il les joue sur pratiquement les 6 cordes, c'est des gros accords, c'est pas des petits accords comme le guitariste de Kool and the Gang, les mecs comme ça de ce type de funk là, tu vois, Nile Rodgers il joue vraiment beaucoup sur les 6 cordes, en fait c'est des gros accords, par exemple si tu prends I'm Coming Out ou quoi, quand la rythmique qu'il fait c'est des accords pleins avec la basse et compagnie, donc en fait ça dépend vachement voilà, ça dépend du contexte et puis de ta personnalité. Et peut-être qu'un prof sera arrivé à lui dire « Ah non, mais là tu joues pas bon, c'est pas comme ça qu'on doit jouer. » Tu vois, et encore une fois, on est dans un cadre, si tu veux, où effectivement le classique a payé pendant des années et que la musique est tellement écrite, si tu veux, dans ce mood-là, c'est-à-dire dans un mood, même la musique, hein, tu es d'accord avec moi que la composition, il y a des contrepoints de telle époque, il y a des, c'est très réglementé, je te dirais, tu vois, dans l'architecture, dans l'orchestration, l'harmonisation, le choix de l'harmonie, quand tu es d'une mélodie ou quoi, dans l'orchestration, tout ça. Donc la musique est elle-même pas figée, mais a quand même des codes, des structures un peu imposées entre guillemets. Et c'est vrai que aujourd'hui, en fait, t'as presque envie de dire qu'il y a autant de styles de musique que finalement d'artistes ou de gens. C'est de plus en plus dur. Je me souviens. Est-ce que tu te souviens du catalogue Adiposa Records il y a il y a 20 non 30 ça me ans. Dit rien, non. 30 ans. En fait, c'était tu sais les labels de métal indépendants chez qui étaient, tu sais, les Nuclear Beast et tout ça, tu sais. Oui, d'accord. Voilà, en fait, si tu veux, ils t'envoyaient le catalogue en fait avec la liste de leur groupe à la maison, si tu veux, puisqu'à l'époque pas d'internet, rien. Moi, je te dis ça, je devais avoir 14 ans ou 15 ans. Hein. Et je regardais les noms de groupes et je me dis putain, mais c'est hallucinant. Et je regardais
les styles. Alors t'as le néo death metal machin truc, t'as le black metal mélodique, t'as le sadomaso metal avec une pointe de moyenâgeux, tu vois. Et non mais c'est vrai, ce que je te dis là, le sadomaso metal, ça existait vraiment, puisque ah ouais non mais vraiment, il y avait une couverture, c'était tu sais la crampe, tu sais une avec la boule rouge dans la bouche. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait ce truc-là, et donc en fait aujourd'hui, t'as envie de dire qu'il y a autant de, par exemple quand Soilwork, par exemple, j'adore Soilwork. C'est un groupe. Alors il était catégorisé comme death metal mélodique à une époque. Mais en fait, Soilwork, c'est Soilwork. Guns N' Roses, c'est pas du glam rock, c'est Guns N' Roses. Bon Jovi, c'est Bon Jovi. Enfin, tu peux pas. Pour moi, tu peux plus catégoriser. Alors que par exemple, le style classique, c'est du classique. Le style romantique, t'entends n'importe quelle œuvre de romantique, tu dis oui, c'est du style romantique, quoi. T'entends du baroque, c'est du style baroque. Après, ce qui fait la différence, c'est la stylistique, surtout de chaque compositeur. Et ça, ce que tu dis là, c'est peut-être aussi encore plus mis en lumière aujourd'hui avec Internet, et notamment ce que je vais appeler les guitaristes Instagram, les guitaristes YouTubeurs, où tu as beaucoup ce côté guitariste seul. Ouais, t'as encore des groupes, évidemment, il y a des tonnes de groupes qui existent toujours, mais de plus en plus, t'as des individualités, vraiment des guitaristes seuls, donc un branding vraiment sur la personne en question, et quand ils jouent en groupe, c'est parce que voilà, pour leur album, ils ont fait appel à un batteur dans un coin, mais en fait, le groupe, c'est la personne. Tu te rends compte, c'est que, alors les mecs que je suis des fois sur Instagram, il y a des gars qui sont très forts sur Instagram, quand tu les vois jouer en groupe, en live, tu te dis non mais c'est pas possible, c'est pas le même gars. Et il y a un peu je trouve qu'il y a un peu ce côté-là qui ressort, et qui où en fait ils sont, si tu veux, ils sont forts, ils travaillent un truc des heures et des heures avec Guitar Pro en fond, pour que la machine tire l'humain, parce que c'est ça qui se passe, hein. Moi je le fais, hein, donc je sais, et en fait après quand ils sont dans un contexte de groupe où ils doivent improviser et tout, mais je me dis mais c'est pas possible, c'est pas le même gars. C'est un peu comme quand tu vois jouer Steve Vai improviser les premières fois, tu te dis non mais c'est pas le même gars qui joue là, attends, il y a un problème. Et en fait, parce que après, c'est une question de contexte et d'habitude. En fait, c'est vrai que si toi tu te focalises sur un aspect de manière vraiment intense, forcément tu as moins de temps ou même moins d'envie pour travailler d'autres aspects, et du coup forcément tu vas avoir des domaines où tu es meilleur, d'autres où tu es moins bon, forcément, hein. Ah oui, tout à fait. Ah oui, non mais je voulais dire ça, c'était une parenthèse. Et c'est un peu c'est un peu le problème, je trouve, de ce. Et de toute façon, regarde avec le Covid et tout. Bon, là, on est en 2020, pour ceux qui écouteraient ce podcast peut-être en 2030. Là, on est en 2020, donc on est le mercredi 23 septembre 2020. À l'heure où est enregistré ce podcast, bon, le Covid, ça a tué la musique live. Ça a tué la restauration. Là, moi, l'autre jour, je suis allé boire un verre. Il y a tout le monde avec son putain de masque dans la rue. Tu vois, il n'y a pas de concert, il faut pas d'attroupement, il faut une table entre les gens. Enfin, bon, nous, on est en Espagne, et j'ai l'impression que c'est un peu plus strict qu'en France. Parce que je vis en Espagne à l'heure actuelle. Bon, je sais pas combien de temps encore, mais il y a quand même ce truc qui est en train de... c'est bête, hein, mais les gens ne sortent plus. Déjà ça avait foutu Internet avait foutu un sacré coup à la musique live. Alors, un premier coup, ça a été les DJ. Après, ça a été... D'ailleurs, je reviens en France, on m'a commandité pour faire de la guitare smooth jazz avec un DJ, tu vois. Donc, tu vois, Sympa. Ouais, c'est cool. Mais c'est cool parce que moi, j'aime bien ça. Après, j'aime bien étendre ma zone de confort. Mais ce que je veux dire, c'est que la musique live a pris quelques baffes quand même. Déjà, quand tu regardes même au niveau du confinement, le nombre de lives qui a explosé. Et d'ailleurs, là-dessus, je sais pas si tu as suivi les vidéos de Pascal Vignier, les lives qu'il faisait régulièrement. Et il a dit une chose très juste, c'est qu'il disait que pour lui, il n'y avait pas tant de différence que ça entre ce qu'il ressentait au niveau de faire un concert et de faire un concert en live, tu as diffusé sur Internet. Moi qui étais intermittent 20 ans, donc avec plusieurs milliers de concerts dans ma vie,
intermittent du spectacle 20 ans. Voilà, j'ai qu'à dire ça dans tous les styles. J'ai fait des tournées métal, j'ai fait du piano-bar, j'ai fait de l'orchestre, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du festival et tout. Je peux te dire un truc, c'est que moi, en live, je pense que je suis vachement meilleur que quand je suis seul chez moi. Dans le sens où moi, j'ai besoin de l'énergie, l'adrénaline, le risque. Parce que en live j'adorais prendre des risques. Par exemple, je te donne l'exemple, donc j'avais un groupe qui s'appelait Groove Gang et on a joué pendant Groove Gang. J'ai joué pendant 10 ans avec eux et si tu veux, on passait notre temps à improviser. Des fois, le morceau finissait, moi je repartais sur un riff et on repartait sur un autre riff. Vas-y, on enchaîne avec quoi ? Et machin et truc. Et on enchaînait les morceaux un peu façon DJ. Tu vois, on se gueulait ça sur scène. Si tu veux, on avait même des signes et des codes et tout. Et puis, ça dépendait vachement de ce qui se passait devant. Pour remettre le contexte, devant, on savait pas ce qui se passait. On jouait dans des endroits différents tous les soirs. Des fois, il fallait jouer calmement. Et puis, dès qu'il y a les gens qui commencent à danser, il faut enchaîner, plus les lâcher, les gens. Par contre, des fois, ils bougent pas. Les gens, t'essaies de les chercher 2-3 fois. Et s'ils ont pas envie, ils ont pas envie. Parce qu'ils sont en train de manger, parce que comment dirais-je, le public ne s'y prête pas, la classe de gens ne se prête pas ou quoi. Donc là, dans ce cas-là, tu restes dans des morceaux un peu Jamiroquai, un peu jazz, smooth jazz, enfin funky jazz, soul et tout ça. Donc en fait, c'était, tu veux, la prise de risque tout le temps. Et quand ça dansait, mais on partait de longue en impro. Et donc par exemple, des morceaux, je te donne l'exemple, des fois on enchaînait pendant 2h30 des morceaux sans s'arrêter, quoi. Quand on savait pas quoi faire, moi je partais en impro à la fin, donc en impro rythmique, hein, je faisais pas du Steve Vai dans tous les morceaux tu vois, en shred, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que les meilleurs moments de ma vie musicaux, ça a été les moments justement qui étaient c'était des instants j'ai envie de te dire, voilà, moi c'était des instants d'éternité, où le moment où tu pars en impro total et que les autres ils te suivent et que l'autre il commence à improviser un truc au chant et tout, du coup nous on réplique en chœur et tout machin avec les chœurs harmonisés alors que c'était pas du tout prévu. C'est les meilleurs moments de ma vie musicaux, voilà, parce qu'il y avait des gens, on s'entendait très bien, on était très amis. Et puis il y avait tellement l'habitude d'être tout le temps ensemble et de tout le temps jouer ensemble et de tout le temps prendre des risques ensemble qu'il y avait une osmose que j'ai jamais eue, même avec des très très bons musiciens, hein. J'ai eu la chance de jouer avec des très 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 bons musiciens, des gens qui... Voilà, il y avait pas ce truc-là, cette magie en fait. Voilà, parce qu'en fait, encore une fois, c'est... par exemple, nous, le podcast, regarde par exemple, nous, c'est le fait qu'on prépare pas, en fait, on prépare en amont juste assez. Ouais, on regarde vite fait, hier on s'est truqué. On s'est même pas préparé en fait. Genre, voilà, comme on aime bien la transparence, hier on s'est balancé une liste de sujets, puis on s'est dit ok, demain on fait ça et basta, quoi. choisi dans la liste. Et c'est vrai que le fait est que c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur Internet parce qu'on est un peu dans le même mindset pédagogique, on est aussi un peu dans le même mindset peut-être d'éducation, je sais pas. Enfin, on vient sûrement de... Voilà, on a les mêmes valeurs, enfin du moins des valeurs qui sont apparenté. Et encore une fois, moi je préfère ce côté-là plutôt que de... par exemple, quand je fais un solo, que tu me vois faire un solo sur une chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram ou quoi, c'est un truc improvisé. Je vais pas travailler, ça me saoulerait de toute façon en plus. Et puis il y a une magie dans l'instantané en fait. D'ailleurs, ça fait 1h10 qu'on discute et puis on a vachement dévié. On était parti sur le Mediator et puis on a dévié sur... normal. Voilà, mais ça c'est normal et ça c'est cool. Ils sont habitués, hein. Les auditeurs le savent maintenant. et c'est ça qui est bien. Mais justement, c'est comme tu disais, le fait de se lâcher sur un sujet comme ça, c'est plus intéressant que si on fonctionnait. Toi, moi, j'aime pas je déteste le fonctionnement télé ou radio. Et c'est pour ça que par exemple, moi, ça va faire 15 ans que j'ai pas de télé, que je déteste la télé, que je regarde plus la télé. Comment ça, tu regardes pas Joséphine Ange Gardien, toi? Je regrette de rater Cyril Hanouna, je t'avoue quand même. Mais bon, je me force, hein, je me fais violence. Mais tu vois, moi, ce que je déteste, c'est ce côté formaté où par exemple, ils vont t'interviewer un mec et puis à un moment donné, le mec, il est en train de dire un truc intéressant, mais t'as celui qui interview qui va le couper parce qu'il faut balancer la pub, parce qu'il faut t'as les infos qui vont arriver derrière. Et en fait, c'est hyper lissé, toi, t'as envie d'écouter plus, mais du coup, il te sabre à chaque fois les choses intéressantes, où il te pose des questions, t'en as rien à foutre, où c'est un côté très académique avec des questions que t'as entendues 1000 fois. Et moi, je préfère ce côté, on disque entre potes, on prépare pas, on dit ce qui nous passe par la tête. Des fois, on peut notre audience, c'est pas la même. C'est-à-dire que l'audience est habituée à ça et ne trouverait pas ça normal.
Oui, L'audience habituelle, elle n'a pas l'habitude. Si tu veux, quand une personne fait de la musique, de toute façon, déjà, il change des choses dans son cerveau. Déjà, rien que le fait de s'y intéresser. Déjà, quand il pratique un instrument, il replastifie encore son cerveau. Quand il a une démarche d'écouter un podcast avec deux mecs qui discutent guitare et tout, il est encore dans une autre démarche. Et c'est encore une fois, par exemple, moi qui écoute beaucoup de podcasts, moi le matin quand je me lève, la première chose que je fais en préparant mon petit-déj, c'est que je me mets un podcast. Voilà, il y a des gars que j'aime bien entendre, il y a notamment j'adore écouter Oussama Ammar par exemple. Bon, c'est pas du tout un gars que les gens connaissent, les gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat connaissent, mais j'adore écouter Stan Leloup, j'adore voilà, en tout cas voilà, moi je commence ma journée comme ça. Bon, c'est vrai que quand je vois des podcasts, que je découvre des nouveaux podcasts, quand je vois que les épisodes ils durent 2 minutes ou 10 minutes, même pas je clique dessus. Moi j'ai envie d'écouter quelque chose qui est un peu approfondi, ou voilà. D'ailleurs quand tu écoutes même les podcasts, bon, moi je vous parler de Nouvelle École par exemple. Nouvelle École, j'ai découvert ce podcast qui est un podcast d'entrepreneurs. Et le mec, des fois, il reçoit des chanteurs, il reçoit des journalistes, et les podcasts dévient, et puis je trouve pas ça dérangeant, au contraire. Et si jamais ça plaît pas aux gens, mais qu'ils s'en aillent, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. C'est pas imposé. Par contre, moi, tu pourrais pas m'imposer. Voilà, moi, quand je vois Hanouna, je vois pas, parce que déjà, je suis en Espagne, et puis j'en entends très peu parler, mais quand c'est vrai que j'ai croisé le truc, je me suis dit, mais comment c'est possible ? Alors lui, je suis sûr qu'il est très intelligent, etc. Il joue un rôle en fait. Ce qui en fait, il joue un rôle pour se donner. C'est ce qui me rend triste, c'est qu'il joue un rôle pour donner à manger ce que veulent les gens. Les gens, ils veulent pas du resto 4 étoiles. Les gens, ils veulent pas du bon plat cuisiné. Les gens, ils veulent du fast-food intellectuel, de la malbouffe intellectuelle. T'as qu'à voir BFM. Après, c'est un bon businessman. C'est surtout... il a trouvé le bon truc, quoi. C'est un businessman, c'est tout. Il joue un rôle, c'est un acteur, un businessman et un acteur. C'est comme Arthur à une époque où il faisait... Moi, j'ai été choqué parce que je trouvais qu'il me hérissait le poil, si tu veux. Et en fait, j'étais tombé sur une émission où il était en interview. Je me dis, mais ce mec-là, et voilà, il a tout compris. Il a tout compris. C'est un acteur et un businessman. Voilà. Et la télé, le problème, c'est encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qu'on donne à manger aux gens. Si tu veux, c'est un peu comme le fast-food. Le problème, c'est pas le fast-food lui-même. Parce que bon, il faut savoir un truc, c'est que McDonald's, c'est pas des restaurateurs, c'est une entreprise immobilière. Il faut le savoir quand même. Je savais pas ça. Tu vois, non, mais McDonald's, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font pas ils font pas de la nourriture, ils font de l'immobilier, c'est-à-dire ils rachètent les meilleurs carrefours, ils rachètent les meilleures rues, ils font jouer au Monopoly. Et c'est ça qui se passe. C'est l'emplacement du restaurant qui fait le truc. C'est pas la bouffe. C'est les limites du plastique que tu peux manger, puisque c'est le même goût partout que tu ailles dans le monde pratiquement. Enfin, j'exagère un peu parce qu'aux États-Unis, ça n'a pas vraiment le même goût qu'en France, mais ce que je veux dire, c'est que c'est même plus de la nourriture. On n'est même plus dans la personnalisation. Tu vois, alors que le modèle d'aujourd'hui, c'est d'aller dans la personnalisation. Regarde, tu te mets sur ton Google, il est rien qu'à toi pratiquement, dans le moteur de recherche. Alors que quand tu vas au McDonald's, quel que soit le McDonald's où tu vas, on s'en fout du chef. Il y a un process pour faire des hamburgers qui sont livrés avec telle ou telle matière, et il y a un process que tout le monde réplique. Mais c'est quoi ? Les gens viennent pas pour la bouffe, ils viennent parce que c'est rapide, que c'est pas cher et que c'est bien placé. C'est tout. C'est un environnement qu'ils connaissent. Voilà. Un côté rassurant aussi, rituel. Et c'est pareil pour la télé. Voilà, on est plus dans la qualité. Regarde un mec comme Nicolas Hulot, ou regarde une chaîne comme Arte qui galère. Tu vois, le problème, le problème, c'est pas l'offre, le problème, c'est la demande. Voilà. D'accord. Du coup, on a bien dévié là. Avant qu'on parle des reptiliens et des Illuminati. Ça serait intéressant aussi, je pense. Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je me suis vachement... ça peut peut-être intéresser. J'ai eu la chance d'avoir des mecs qui étaient passionnés par ces sujets-là dans mon entourage et qui m'ont donné des livres qui ont été interdits à la vente. Notamment... non, j'ai pas envie d'en parler, mais... j'ai envie de te dire que même si mon conscient ne veut pas y croire, j'aimerais bien que je souhaite quelque part que ce soit vrai, si tu veux. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? I want to believe. Tu vois. Sur ce, les amis, je pense que vous avez 1h16 de podcast. C'est pas mal, C'est pas mal. Si vous êtes encore là, peut-être il y a des gens qui vont se dire ils sont fous ces deux-là. Mais beaucoup de guitaristes s'intéressent à ce genre de sujet, il faut le savoir. En tout cas, ce que vous pouvez faire, vous,
pour nous aider, c'est mettre une évaluation sur 5 étoiles. Hein. 5 étoiles, c'est ce qu'on vous demande, c'est 5 étoiles, on va pas se le cacher. 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est d'en parler autour de vous, à vos amis, et même aux gens qui ne sont pas vos amis. Et peut-être de commenter, de vous dire peut-être nous dire si ça vous plaît quand on commence à parler des reptiliens ou du McDonald's. Mais en tout cas, je vous remercie si vous êtes encore là après 1h17 de podcast. Et puis vous savez que vous pouvez nous retrouver sur cyrilmichaud.com. Sur sébastienzuninou.com, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Je pense que vous pouvez même nous trouver sur LinkedIn. Et oui, j'ai même un compte LinkedIn, t'imagines, qui me sert à rien, mais j'en ai un. Moi j'ai appris à m'en servir. On en parlera en off, mais j'ai appris à m'en servir et ça peut être intéressant parce que je reçois des offres d'emploi qui des fois sont, ma foi. Pour le côté business, ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est un réseau business surtout. Oui, voilà, c'est ça. Donc les amis, je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir été là. Cyril, je te dis à bientôt. À bientôt Sébastien, à bientôt pour les auditeurs. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Allez, la bise. Ciao. Ciao.